Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actu Real Madrid. La trêve oblige, on n'aura plus de matchs avant un moment, avant 2 semaines peut-être, des 5 grands championnats majeurs. Donc je me suis dit que c'était le moment opportun pour faire une vidéo pour parler de l'actu du Real Madrid après ces 9 points, après ces 3 victoires en Liga. Parce qu'il y a quelques news qui sont sorties, notamment une conférence d'après-match et quelques news sympas que j'avais prédit sans vouloir faire le devin ni l'oracle. Mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. On va aussi parler de la Liga au complet, donc l'Atlético de Madrid et aussi du FC Barcelone, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire au niveau de ces équipes. On va parler de la première news, une news qui est sortie de la part de AS. Xabi Alonso vend Jude Bellingham comme un numéro 10 qui peut marquer des buts et être playmaker exactement comme en 23-24. Xabi Alonso prépare le terrain pour Jude Bellingham. Moi, je vous dis que c'est une excellente nouvelle. Si vous me suivez sur TikTok notamment, peut-être que j'ai dit quelques fois en vidéo, mais pourquoi nous n'avons pas le 3-4-3? C'est une question que beaucoup de Madrilènes se posent, ou le 3-5-2, etc. C'est une question qu'on peut se poser. Mais moi, ma réponse à cette question-là, en tout cas, j'ai essayé de donner une réponse sur TikTok, c'est parce que Jude Bellingham incarne le 3-4-3. Jude Bellingham est l'élément central de cette formation, de cette composition, et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, car je pense qu'aucun joueur dans l'équipe à l'heure actuelle n'a les épaules pour assumer ce rôle de numéro 10 en soutien de 2 attaquants, mais qui doit être aussi flexible, parce que quand tu as le ballon c'est simple, mais quand tu n'as pas le ballon, de te remettre en 4-4-2 et d'aller sur un côté. Et je pense que pas beaucoup de joueurs dans l'effectif, voire à l'heure actuelle aucun, a cette capacité-là, et cette flexibilité, et cette extra polyvalence que Jude a, parce que c'est une polyvalence qui n'est pas pénalisante, parce que c'est une polyvalence qui est hyper bonne, parce qu'il est tellement complet ce joueur. Il a des qualités supérieures à de nombreux joueurs et dans plusieurs compartiments du jeu. C'est pour ça qu'il est aussi flexible, qu'il peut être dans le cœur du jeu, qu'il peut être plus bas, qu'il peut être plus haut. C'est un joueur qui est ultra polyvalent, que tout coach aimerait avoir, et c'est pour ça je pense que le 3-4-3 n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Aussi parce que Xabi veut de la sérénité, veut que les joueurs comprennent les bases et les fondamentaux, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout basculer d'un claquement de doigts, et que le 3-4-3 doit être utilisé quand Jude Bellingham sera là en rôle de numéro 10 en soutien de Vini et de Kylian, pour qu'on ait au piston Carreras et Trent, et les 3 milieux de terrain Valverde, Güler, et le 3e Tchouaméni plus bas en rôle de lancement aux côtés de Militao et de Echen pour distiller des ballons, ce qui avait très bien marché à la Coupe du Monde des clubs. Et c'est pour ça que Arda, on sait que dans ce rôle-là à la Jude Bellingham, je pense que c'est pas possible, parce que je pense qu'il n'a pas la carrière de Jude, ni même mentalement les épaules pour assumer ce statut-là et ce rôle-là de perdre des ballons des fois, d'être dans le contact, de la rugosité, parce que Arda Güler, c'est un mec qui est élégant, c'est un mec qui peut récupérer des ballons mais qui n'est pas dans le contact pur. C'est un joueur qui a besoin de toucher beaucoup de ballons pour se mettre en confiance. Xabi lui met les pleins pouvoirs, t'es le milieu de terrain qui touche beaucoup de ballons, qui a beaucoup de flexibilité, qui peut aller partout, mais malheureusement j'ai du mal à trouver ce Arda Güler qui est vraiment puissant, un régulier qui vraiment fait des choses, qui balle au pied, déséquilibre l'adversaire, fait des choses incroyables. Il est buteur, double buteur, etc. Même si ça annule leur jeu, il fait pas un mauvais match hier, mais il a, je sais pas si c'est un manque de confiance, mais c'est pas le Arda Güler que j'attends. C'est un Arda Güler qui sans prise de risque, vraiment nature, a du mal à avoir un peu d'exotisme dans son jeu et un peu de prise de risque, quitte à perdre des ballons des fois, mais au moins tu tentes des choses que pas beaucoup de joueurs au Real peuvent tenter. Là, je trouve un Arda Güler un petit peu saccadé, un petit peu structuré, qui manque d'extravagance et qui pourrait apporter face au bloc bas, notamment face au Real Madrid. Et comme ça, d'être un peu plus bas sur le terrain aux côtés de Valverde qui pourra le protéger. Je pense qu'il pourra toucher beaucoup de ballons, être influent plus bas dans le jeu en laissant les pleins pouvoirs offensivement à Bellingham qui pourra rôder de gauche à droite, vraiment être un électronique, parce que du Bellingham, c'est la place où il veut. L'année dernière, il a été un peu plus bas en tant que 8. Là, je pense qu'en tant que 10, c'est sa place préférentielle. C'est vraiment le rôle qu'il préfère, parce qu'il peut conclure des actions, il peut les initier, il peut servir de relais, mais aussi il peut descendre, parce qu'il a, comme je dis, Arda Güler n'a pas les épaules, parce que Jude Bellingham, c'est quand même un mec qui athlétiquement est ultra fort, ultra puissant sur ses jambes, qui a une capacité pour gratter des ballons, pour le conserver, mais encore plus pour faire avancer le jeu, pour le faire progresser. C'est pour ça que Jude Bellingham, dans ce rôle de numéro 10, ça serait idéal. Dans le dos des 2 attaquants, je trouve que c'est l'élément et la pièce qui te stabilise ton attaque, qui évite de l'avoir trop déséquilibré, et une cohérence très bonne tactiquement. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, faut qu'on voit quand est-ce qu'il revient. Ça parlerait qu'il reviendrait avant Manchester City, donc on verra évidemment. Il y a encore le temps, mais un Jude Bellingham en 10, en playmaker, en élément central, c'est la pièce centrale, c'est la pièce maîtresse de cette composition, et c'est pour ça que pour moi, à l'instant T, elle n'est toujours pas utilisée par Xabi Alonso. En parlant d'équilibre, on a Xabi Alonso qui a été interviewé en conférence d'après-match. Moi, vous savez, j'aime pas forcément trop ça, parce que les entraîneurs évitent de se mouiller, évitent de dévoiler toute leur tactique. C'est souvent que très peu pertinent, on va pas se mentir, et on le sait parce que quand une phrase sort dans les médias, on sait qu'elle doit être détournée, etc. Mais j'ai retenu une phrase qui était intéressante, car j'ai dit dans le débrief aussi,
Nous n'avons pas été bons dans le pressing dans la moitié de terrain adverse. Après avoir perdu le ballon, notre attaque était meilleure aujourd'hui, mais notre pressing était pire. Nous devons travailler là-dessus. Je le dis sur TikTok et dans la vidéo, complètement d'accord parce que j'ai trouvé que Xabi Alonso, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est très bien. Ce qu'il inclut pour les joueurs, c'est très bien. Le visage est meilleur, encore loin d'être bon, d'être équilibré. Mais par contre, une nette amélioration que j'ai du mal à avoir et à percevoir, c'est notre capacité de pressing. C'est notre capacité d'initier un pressing, d'initier des courses vers l'avant qui soient vraiment pertinentes et qui soient coordonnées entre les attaquants, les milieux de terrain. C'est normal, Xabi est là depuis un mois et demi, donc le temps que tous les joueurs comprennent qui doit partir, etc., que les joueurs aient la rugosité de le faire et ce truc-là, c'est pas maintenant que ça se fera et ça arrivera dans peut-être un peu longtemps, mais il faut lui laisser le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, contre ce match et depuis le début de la saison, on ne peut pas dire qu'on ait vu un pressing hyper productif du Real Madrid et un pressing qui marche. Parce que contre Mallorca, qui a bien joué au football, plusieurs fois, ils ont su battre notre pressing parce qu'on n'est pas coordonné, parce qu'on manque peut-être de concentration, parce qu'on manque peut-être aussi de discipline. La vérité, c'est que peut-être qu'il y a des joueurs qui trichent un petit peu, sans viser personne évidemment. Je ne pense pas que dans ce match-là, il y a des joueurs qui ont triché, mais là, on a du mal encore à assimiler les choses et on laisse beaucoup de trous, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, où tu laisses trop d'espace, où tu es un petit peu déséquilibré parce que tu as beaucoup le ballon, mais tu sais pas forcément quoi en faire, tu es un peu déséquilibré. En deuxième mi-temps, contre Mallorca, tu subis beaucoup d'occasions, ta Carreras, il t'en sort une énorme, traîne pareil, donc tu t'es mis dans la difficulté parce que ton pressing a été battu ou car tu étais trop, comme contre Paris, car tes lignes étaient trop écartées, il y avait trop de trous, et les joueurs de Mallorca qui sont des bons joueurs de ballon, des bons manières de ballon au milieu de terrain, ils t'ont fait du mal, ils t'ont transpercé, et malheureusement le milieu était beaucoup trop déséquilibré, car Tchouaméni Valverde, c'est bien, mais Arda Güler ne revenait pas forcément, et on a eu du mal à être coordonné dans le pressing, mais bon, ça, c'est le temps de laisser ça à Xabi Alonso de travailler notamment sur ça. Xabi Alonso a aussi été questionné par rapport à un joueur, Alvaro Carreras. Il a dit: j'ai scouté de près Alvaro avant de le signer et je le voulais aussi pour la CDM des clubs. Il est tellement bon. Et qui est-ce qu'il a raison? J'ai fait une vidéo sur lui évidemment quand il s'est signé au Real Madrid. Je me suis dit que c'était un joueur qui pouvait être totalement Xabi compatible parce qu'il peut jouer piston, parce qu'il peut jouer défenseur central, une défense à 3 sur le côté gauche. Et on le voit encore une fois contre ce match contre Mallorca, hyper bon depuis le début de la saison, hyper bon. On voit qu'on passe clairement un step entre Fran Garcia, Ferland Mendy et Alvaro Carreras, un latéral qui sait quoi faire, un latéral qui se projette, qui propose des solutions, qui est hyper bon balle au pied, qui est hyper juste dans ses choix. C'est pas parfait, loin de là, mais c'est normal. Mais déjà la justesse qu'il montre, la personnalité qu'il montre en seulement 4-5 matchs au Real Madrid, c'est déjà super. Je promets de donner ma vie pour ce club et aujourd'hui je l'ai fait en sauvant un but parce que son sauvetage il nous coûte clairement un but. Ce sauvetage là, c'est Ferland Mendy contre Manchester City, c'était franchement un sauvetage hyper bon parce qu'à ce moment-là il y a 2-1 pour le Real Madrid, tu pars à 2-2, le match il n'est plus pareil et la prestation du match n'est plus pareille. Mais Carreras était là pour sauver ce ballon, des latéraux qui ont été très bons, je parlais de Carreras mais de Trent aussi, là on a vu un Trent qui balle au pied, proposer des solutions, était aussi bon offensivement, qui touchait des ballons, qui était influent dans le jeu. Moi je me pose toujours la question de est-ce que face au bloc bas, ce serait peut-être pas mieux de le mettre dans le cœur du jeu aux côtés de Tchouaméni et de le mettre un peu plus haut parce que je pense que Trent peut avoir cette qualité-là de passe courte, passe longue. On sait que c'est un maître dans l'exercice, on sait que c'est un joueur qui peut, contre les blocs bas, nous aider énormément. Dans les gros matchs, qu'est-ce que sera le choix de Xabi? Est-ce que tu mettrais Carvajal à droite ou est-ce que tu mettrais ta droite parce qu'on sait les errances défensives qu'il a malgré lui? Donc c'est des choix que Xabi devra faire et la Ligue des Champions va nous servir à ça justement pour qu'on puisse voir quels sont les meilleurs choix au meilleur poste. Mais c'est clair que le match de Carreras et de Trent était très bon, même le match de Hutchen. Nos recrues ont été très bonnes. Carreras, Hutchen, c'est vraiment les recrues top. On est à la trêve, donc on peut faire un petit bilan. Honnêtement, ils ont été très bons. C'est deux valeurs sûres, deux joueurs qui t'ont stabilisé ta défense, qui t'ont permis d'attaquer sereinement parce que c'est derrière toi, tu as des mecs qui vont vite, tu as des mecs qui sont juste techniquement, tu as Militao qui revient aussi. Ça va faire beaucoup de bien à la concurrence, mais aussi à la complémentarité entre Hutchen et Militao. Comme je dis dans les gros matchs, on verra. Est-ce que Rudiger reviendra? Est-ce que Carvajal sera là? Comment tu articules ton attaque, ton milieu de terrain, etc. L'attaque, on le sait à peu près, mais le milieu de terrain, la défense, quelle configuration tu vas choisir. Donc, ouais, c'est franchement des très bons points positifs. La recrue de Hutchen, ça fera beaucoup de bien pour le futur du Real Madrid, de même pour Carreras. Perez a ciblé les problèmes et je pense, comme je l'ai dit depuis très longtemps, que même avec Carlo, il savait c'était quoi les problèmes, il ne voulait pas dépenser avant l'arrivée de Xabi Alonso. Donc maintenant le problème, on le sait, c'est ce milieu de terrain-là. J'ai dit Tchouaméni et Valverde, c'est puissant, c'est conquérant, ça a beaucoup de qualités athlétiques, mais malheureusement on le sait que dans la justesse technique, dans les choix, dans les passes, c'est pas cette créativité-là, c'est assez scolaire et ça manque d'extravagance et on le sait qu'on a besoin d'un milieu de terrain, on le sait qu'on a besoin d'un vrai 8. Malheureusement, est-ce que ce choix-là sera porté? Est-ce qu'on fera une recrue? Non. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Bellingham va revenir, il prend la place de Massantono, il ira derrière les deux attaquants et notre milieu de terrain sera Tchouaméni qui sera plus bas et Valverde et Güler dans le tandem. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable dans le temps?
J'ai du mal à croire à ce milieu de terrain-là. Je me demande si Arda serait peut-être pas mieux plus haut sur le terrain, ou je me demande si en but, ce serait peut-être pas ça sa vraie place. Un 8, un 6, un relayeur qui touche beaucoup de ballons, qui articule le jeu, qui a la justesse technique, qui a la confiance du coach. C'est peut-être ça le futur d'Arda Güler au Real Madrid. C'est d'être plus bas sur le terrain, mais de diriger le tempo du match. Je cours, je long, et d'être un joueur qui a beaucoup de justesse technique. Et je pense qu'il en est pleinement capable. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Pérez ne fait pas de transfert. Ou alors peut-être que s'il voit que cette saison, ça ne marche pas comme ça, on prendra un Rodri ou on prendra un vrai milieu de terrain. Parce que l'excuse qu'on nous a sortie en conférence de presse et dans les médias, c'est que Pérez n'a pas trouvé de milieu de terrain adéquat. Tu avais Reinders 50 millions, tu avais Zubimendi, tu as des Stiller, tu as des petits cracks qui poussent partout à gauche, à droite. Tu fais confiance à la Castilla, Thiago Pitach notamment. Donc on verra s'il aura un peu de temps de jeu. Est-ce qu'il sera l'élément majeur? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Dans le football, ça peut aller très très vite. On va aussi parler du hors-jeu de Kylian Mbappé, évidemment. Alors sans dire que la règle n'est pas la bonne, etc. Moi, j'aimerais qu'on révise la règle. Je suis personne, je ne vais pas changer l'histoire du football, mais j'aimerais que la règle soit changée au niveau des pieds. Ça fera toujours des polémiques. On le sait très bien que le hors-jeu, ça fait toujours polémique. Mais sur les images qu'on voit du premier but de Kylian sur une magnifique passe de Trent, les images nous montrent que Kylian est hors-jeu. En fait, ça se joue tellement à un bras que la VAR revient une demi-seconde avant, le but est comptabilisé. C'est vraiment juste des détails d'image, ça se joue à une milliseconde et je trouve que c'est beaucoup trop sévère. Je dis pas ça parce que c'est le Real Madrid, vraiment, j'aurais dit ça pour n'importe quel autre club. C'est un combat où je veux pas depuis longtemps parce que les hors-jeux, c'est quand même partie intégrante du football et ça annule beaucoup de buts. Là, la règle, l'arbitre applique la règle, donc il n'y a rien à dire par rapport à lui. Il a raison de l'appliquer, la VAR lui revient en image, etc. Mais sur plusieurs images, on voit que je pense que tu peux clairement arriver une seconde en retard et dire qu'il n'y a pas hors-jeu, ça se joue à des détails. Et honnêtement, ça gâche le plaisir footballistique, ça gâche le plaisir spectaculaire que les gens et que les instances veulent mettre dans ce football-là. Un football beaucoup plus spectaculaire avec plus de buts et plus d'actions. Mais c'est en continuant d'aller dans cette direction-là au niveau des hors-jeux que tu saccades le plaisir et que tu prives les supporters et les observateurs du football de prendre du plaisir face à un but qui était quand même magnifique avec la place de Trent dans le bon tempo, l'appel de Kylian qui du coup se frustre, a mis une story cette nuit, a eu 2 hors-jeux aujourd'hui, donc franchement c'est vrai que pour moi il faut réviser. On a aussi le calendrier de la Ligue des Champions qui est sorti, je vous le dis quand j'ai fait la réaction des tirages, mais dans les du Real Madrid, il y a les dates et j'ai voulu les donner aujourd'hui. On commence directement le 16 septembre par la réception de l'Olympique de Marseille. Ensuite, le 30 septembre, on se déplace au Kirat Almaty, au Kazakhstan, un déplacement de 10 000 km, de 12 heures d'avion. Heureusement que ça se fait maintenant et pas en hiver parce qu'il peut faire -5 à -10. Température vraiment très basse, un match à 18h45, donc on espère qu'on sera paré et heureusement que ça arrive peut-être le plus tôt dans la saison. On a la Juventus le 22 octobre, donc quasiment 20 jours après la J2, donc à 21h. On a le déplacement à Liverpool à 21h le 4 novembre. Le 26 novembre, le déplacement à Olympiakos à 21h. Et le 10 décembre, la réception de Manchester City. C'est le moment charnière de cette LDC. Les 3 premiers matchs sont largement abordables. Marseille à domicile, la Juve à domicile, un déplacement à Almaty. C'est 9 points ou rien. Ou pourquoi pas 7 points ou rien si tu fais 2 victoires et un nul. Mais par contre, cette réception, ce déplacement de Liverpool et de l'Olympiakos, cette réception de City, c'est l'avenir de la phase de Ligue du Real Madrid. Si on n'est pas top 8, c'est pas dramatique, ça serait mieux, mais c'est pas dramatique. Mais c'est clair que là, il y a des points et c'est des matchs qui seront cruciaux pour l'avenir du Real Madrid dans la phase de Ligue. Ensuite, on aura la réception de Monaco le 20 janvier à 21h. Et pour finir, un déplacement très périlleux, très compliqué à l'Estadio de la Luz le 22 janvier contre Benfica à 21h. Donc une phase de Ligue qui sera très longue, qui commence le 16 septembre et se finit le 28 janvier. Donc ça sera très long, mais il faudra évidemment qu'on se qualifie sans trop de dommages, sans trop se faire peur. On a vu que le PSG, qu'on peut jouer notre place jusqu'à la fin en phase de Ligue et pour autant prendre la LDC après. Phase de transition de Luis Enrique, on a vu que dès qu'il a trouvé son système, le PSG a coulissé, le PSG a tout s'est mis dans l'ordre et ils ont réussi à tout rafler. Donc on sait très bien qu'un début de saison ne définit pas la fin de la saison. On sait très bien que le football peut aller vite, qu'un football et qu'une équipe qui est en transition, ça peut se jouer en un rien. Les mentalités peuvent se changer en un rien. Et c'est pour ça que ce Real Madrid sera encore une fois le favori en sous-marin. Et comme je le dis souvent, on sait qu'un Real Madrid qui est sous-estimé est un Real Madrid qui est encore plus fort. Et on finit vite fait sur un petit point classement. Évidemment, 3e journée, dernière journée avant la trêve. Le Real Madrid trône seul en tête de la Liga. On s'endort tranquillement avant la trêve. 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9. Seulement l'Athletic Bilbao a le même taux de victoires avec aussi 3 victoires, donc 9 points. On est les 2 seules équipes à ce rythme-là. Pourquoi? Parce que comme on l'avait vu dimanche, le Barça s'est incliné, mais a fait égalité contre le Rayo. Ils auraient clairement mérité de perdre. C'est ma haine contre eux qui parle, je pense, mais je pense que c'est mérité footballistiquement.
tant le Rayo a été au-dessus d'eux. Et ils sont troisième car Villarreal a 7 points, tout comme le Barça et l'Espagnol Barcelone, sauf qu'au niveau du goal average, Villarreal leur passe devant parce qu'ils ont mis 8 buts à l'heure actuelle avec une attaque avec un Buchanan qui a mis un triplé notamment lors du dernier match. Donc Villarreal trône 3e, le Barça 4e et l'Espagnol qui est auteur d'un bon début de saison avec 2 victoires et une défaite est à la 5e place. Quant à Retafe, ils sont 6e. Elche, les promus, eux, sont 7e avec 5 points, donc franchement c'est pas mal. Et si on se dirige un peu vers le bas du classement, on voit que Gérone, qui était pourtant très très bon il y a seulement 2 saisons, avec les départs, etc., un manque de recrues qualitatifs, sont actuellement derniers avec 3 matchs et 3 victoires. Et si on lève un petit peu les yeux, alors oui, on voit Mallorca qui est 18e avec un seul nul et 2 défaites. Et juste au-dessus d'eux, à la 17e place, le Patético de Madrid avec seulement 2 points, 2 nuls contre le 15e et le 6e de l'année dernière et une défaite, si je ne me trompe pas. Non, une défaite, je crois, contre l'Espagnol, donc qui était, je crois, 15e l'année dernière, et un nul contre Elche. Mais j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. La saison commence trop bien. Le Barça qui fait un nul, qui perd des points déjà. Le Patético qui est actuellement 17e, qui n'arrive pas à mettre une victoire malgré 175 millions d'euros investis et 190 l'année dernière. Donc franchement, c'est magnifique. Je dors aux anges. Le Barça qui se moquait de Nico Williams, Atletico, etc. Au final, eux, c'est 3 sur 3, 9 points sur 9 et c'est magnifique. En tout cas, c'est qu'un début de saison. La saison elle est très très longue. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir du rythme, même des blessés, etc. Donc ça peut tourner évidemment très vite. Mais évidemment, on sera là tout le fil de la saison pour vous parler du Barça, de l'Atlético, de la Liga et du football en général. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les actus vous ont plu. Et on se retrouve très bientôt d'avant pour sûrement un débrief de l'équipe de France. Mais d'ici là, pourquoi pas peut-être une vidéo s'il y a une grosse news du Real Madrid ou une grosse news du football en général. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.